Monsieur le bourgmestre faisant fonction, Monseigneur, Monsieur le procureur du roi, Monsieur l'échevin, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, les panégyriques s'engagent volontiers sur la voie de l'hyperbole. Pourtant, celui de Sainte-Vaudrue, que le rituel de la descente de chasse fait lire par le doyen, ne pourra pas être démenti sur ce point que les foules du Hainaut vinrent au cours des siècles honorer la sainte. Votre affluence à la séance inaugurale du 14e centenaire de sa naissance atteste de l'intérêt que continue de susciter Madame Sainte-Vaudrue et de l'attachement que beaucoup lui portent. Pour vous offrir cette conférence, placée sous le patronage de l'ASBL Art et Spiritualité, le comité organisateur se devait de frapper à la meilleure porte, celle des bollandistes. La fibre montoise de François de Vrint, l'orateur de ce soir, ne pouvait que stimuler la rigueur de sa recherche historique. Il vous sera présenté tout à l'heure par Jenny Tondreau. Les activités de l'année Sainte-Vaudrue se poursuivront par des représentations du bêtième montois de Messine. De longues traditions, mais jamais à court d'inspiration ni de sensibilité, l'équipe de ce théâtre de marionnettes évoquera la vie de notre sainte patronne en une pièce intitulée « De Val-de-Trude à Vaudrue, épopée d'une dame ». L'œuvre est écrite par Jean-Pierre Brasseur. Les séances seront données au foyer Sainte-Vaudrue en avril. Elles seront reprises en octobre. Vous verrez les dates plus précisément sur les dépliants qui sont mis à votre disposition. L'Eucharistie solennelle du 14e centenaire sera présidée par Monseigneur Arpigny le dimanche 22 avril à 10h15 à la collégiale bien sûr. Pour cet événement majeur, Bernard Carlier, organiste titulaire de Sainte-Vaudrue, a composé la musique de l'ordinaire de la messe. Cette création, déposée à la SABAM sous le titre de « Messe à Sainte-Vaudrue », pour ensuite être interprétée dans toutes les églises soucieuses de belles liturgies. Un brillant spectacle de ballet-théâtre retiendra votre attention au mois de mai. Nous sommes redevables de l'écriture, de la mise en scène et de l'interprétation à une troupe composée d'enseignants et d'élèves du secondaire des écoles libres de Mons. Le spectacle fait alterner des scènes de dialogue entre les constructeurs de la collégiale et des scènes de ballet suggérant les étapes de la vie de Vaudrue. Il s'intitule « Vaudrue, d'âme et de pierre ». La troupe qui le présente se nomme « Les bâtisseurs d'âme ». Il n'est pas sans intérêt de savoir que le spectacle, donné à l'intérieur de la collégiale, sera immédiatement précédé d'une animation médiévale avec ménestrels, jongleurs et que sais-je, sur le chemin de ronde. En tout, il faut compter une centaine d'acteurs et intervenants. Je n'ai pas besoin de vous recommander la cérémonie de la descente de chasse et la procession du quart d'or. Vous savez combien elles sont déjà prestigieuses. Je dois noter pourtant que la procession va s'enrichir de nouveaux groupes. Un de Frameries et Noirchin, paroisses placées sous le patronage respectivement de Vaudrue et de sa sœur Aldegonde, un de la paroisse d'Illon, qui fait partie de l'unité pastorale de Mons-Centre, deux autres groupes encore, l'un de Couem, l'autre de Nimy. En outre, cette année,
des délégations d'autres paroisses dédiées à Sainte-Vaudrue défileront. Quant à la descente de chasse, elle s'honorera de la présence de 2 bourgmestres de Mons, dont l'un est Premier ministre. En juillet, les collégiades organisées par l'ASBL Association Sainte-Vaudrue continueront, il faut s'y attendre, à remporter leur franc succès. En septembre, c'est dans le cadre du Festival de Wallonie qu'un concert sera donné à la collégiale en étroite concertation avec Jean-Paul Dessy. Une première partie nous fera goûter des pièces de l'office propre de la fête de Sainte-Vaudrue, autrefois chantée par les chanoinesses. Cet office provient d'un antiphonaire manuscrit du XVIe siècle, conservé à la sacristie de la collégiale et que la musicologue montoise Alicia Scarcé a tiré de l'oubli. Le chant grégorien sera interprété par 2 chorales bruxelloises. La seconde partie du concert sera, elle, consacrée à la musique séfarade, musique de la tradition juive espagnole. En octobre, la collégiale hébergera une pièce du G-Théâtre composée par Philippe Bailly et intitulée « Le livre d'Albâtre ». Elle traite de Jacques Dubreuil et des chanoinesses dans la crise religieuse et politique du milieu du XVIe siècle. Tout au long de l'année, vous pourrez vous laisser guider à travers la collégiale par une excellente brochure que vient de composer son conservateur Benoît Van Caneghem. C'est avec étonnement et grande satisfaction que vous y découvrirez les très nombreuses représentations de la Sainte, dont certaines, pourtant remarquables, passent souvent inaperçues. Le conservateur lui-même organisera des visites guidées l'après-midi de la journée des églises ouvertes, qui à Mons coïncide cette année avec la Ducasse, et au cours des journées du patrimoine. Sachez aussi que nous attendons la parution du livre de Serge Guiste sur Sainte-Vaudrue en son époque. Enfin, le comité organisateur mettra en vente des statuettes de Vaudrue selon 2 modèles créés par notre artiste local Gérard Noirfalise. Une statuette représente Vaudrue tenant en main sa collégiale, l'autre la montre serrant tendrement contre elle ses 2 filles. Je vous ai parlé du comité organisateur, mais qui est-il? Il rassemble la procession du quart d'or, la fabrique d'église de la collégiale, l'association Sainte-Vaudrue et l'équipe pastorale de la paroisse Sainte-Vaudrue. Je tiens à remercier aussi la ville de Mons pour son soutien. Je cède maintenant la parole à Madame Tondreau qui va présenter l'orateur. Monsieur De Vriend, nous avons beaucoup de chance d'inaugurer cette année avec vous. Vous êtes un conférencier fort apprécié, tant en Belgique qu'à l'étranger, et certainement à Mons, puisque ce soir, nous avons dû migrer vers un lieu bien plus vaste que prévu. Et c'est à juste titre. Il n'est pas simple de résumer en quelques lignes votre curriculum vitae. Vous êtes licencié en histoire, candidat en histoire de l'art et archéologie, diplômé en études médiévales. Après quelques années comme chercheur aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et un séjour d'1 an à Athènes à la Fondation Alexandre Onassis, vous exercez depuis 2000 la fonction de secrétaire de rédaction de la prestigieuse Société des Bollandistes.
Depuis le début du XVIIe siècle, cette institution, unique en son genre et dépendant des jésuites, édite et étudie de manière critique les textes écrits sur les saints. Elle a notamment publié la collection des Acta Sanctorum, riche de plus de 650 000 pages, la plus grande entreprise éditoriale jamais lancée sous l'Ancien Régime, ce qui lui vaut encore aujourd'hui une renommée internationale dans le monde savant. Vous êtes membre fondateur d'Agiologia, association interuniversitaire belge d'études sur la sainteté, dont vous avez été secrétaire de 1995 à 2000. Vous avez publié de nombreux travaux consacrés principalement à la géographie. Parmi ceux-ci, vous vous êtes particulièrement intéressé à la vie de Sainte Vaudrue. Mais pour nous, Monsieur de Vriend, vous avez encore une qualité supplémentaire et essentielle. Vous avez vécu jusqu'à l'âge de 30 ans à Mons. Vous ne l'avez d'ailleurs pas tout à fait quitté, puisque vous êtes membre de son cercle archéologique. Vous êtes aussi membre de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Vous connaissez donc bien et vous partagez l'attachement que les Montois portent à leur sainte patronne. C'est avec le plus grand intérêt que nous vous écoutons. Merci. Il y a un peu plus de 20 ans, à l'occasion de la commémoration du 13e centenaire de la mort de Vaudrue, le chanoine Platel débutait sa conférence par cette question. Que savons-nous au juste de Sainte Vaudrue? Cette question, le moine chargé vers les années 850 d'écrire la vie de Vaudrue devait probablement déjà se la poser. Écoutons-le. On ne peut connaître tout ce qui, en raison d'une trop grande ancienneté, a disparu de la mémoire des hommes. Déplore-t-il, avant d'ajouter qu'il exposera tant bien que mal quelques faits sur la destinée de la sainte. Les incertitudes concernant Vaudrue ont traversé les siècles. Et la première chose à faire ce soir est d'avouer honnêtement que nous la connaissons assez mal. Certes, les Montois ont bien une idée générale à son propos et l'identifient à une religieuse venue s'établir au 7e siècle sur la colline de Mons, dont la collégiale actuelle perpétue le souvenir. Mais à part cela, que savons-nous réellement de cette femme? Pourquoi et comment s'installa-t-elle sur la colline montoise? Qui laissa-t-elle en héritage? Les réponses ne vont pas de soi. Ce soir, je tenterai de brosser un portrait crédible de Vaudrue à l'aide des recherches les plus récentes, tout en vous sensibilisant aux difficultés que rencontrent les historiens dans de telles investigations. En guise d'introduction, je parlerai donc des difficultés qu'il y a sur le plan de la méthode à reconstituer la destinée de Vaudrue. Ensuite, je détaillerai les sources qui nous renseignent sur la sainte, avant de retracer sa vie, en ne retenant que les éléments fiables sur le plan historique et en consacrant une attention spéciale à l'institution qu'elle fonda à Mons. Ce sera l'occasion de résumer ce que nous savons sur les premiers siècles de notre cité. Présenter en 1 heure les expressions de la dévotion que la sainte suscite depuis plus d'un millénaire est illusoire. Je me concentrerai donc sur la question de savoir comment naquit la vénération à son égard. J'insisterai sur quelques aspects de son culte au Moyen-Âge, en particulier l'histoire de ses reliques, et j'expliquerai de quelle manière ce culte contribua
au développement de la ville. Reliquaires, églises, processions, autant de réalités médiévales qui nous permettent d'approcher un peu la foi de nos ancêtres. Pour illustrer cet exposé, je vous montrerai quelques belles miniatures issues de manuscrits médiévaux confectionnés à Mons, et dans certains cas, il s'agira d'images de Vaudrue restées tout à fait inédites jusqu'à présent. Au préalable, commençons donc par dire un mot des difficultés de l'enquête. Vaudrue provient d'un âge sombre. Elle vécut durant ce que les médiévistes ont longtemps appelé les siècles obscurs. Cette période troublée, suivant la chute de l'Empire romain au Ve siècle et précédant l'avènement des Carolingiens au 8e siècle. Et c'est vrai que, en Wallonie du moins, le 7e siècle ne nous a pas laissé grand-chose. Des armes, des fibules, quelques textes, quelques monnaies, l'un ou l'autre ustensile, de rares structures de pierre. Hormis ces ossements, aucun témoignage ne nous est parvenu du vivant de Vaudrue. Pas un objet lui ayant appartenu. Pas le moindre écrit de sa main ou de témoignage contemporain sur sa personne. Aucune trace matérielle de ce qu'elle fonda à Mons. Tout ce que nous connaissons de Vaudrue émane de documents qui lui sont ultérieurs, avec, on s'en doute, ce que cela implique comme déformation et oubli. Ensuite, gardons à l'esprit que Vaudrue fut considérée, dès sa mort peut-être, comme une sainte. Sa vénération par des générations de chrétiens, comme les solennités du culte liturgique, contribuèrent à magnifier sa destinée, en lui attribuant une dimension surnaturelle, avec pour résultat l'émergence d'une figure idéalisée, celle d'une femme entièrement tournée vers le ciel, dont les détails de la carrière terrestre passaient au second plan. Enfin, difficulté supplémentaire, très vite la légende s'empara du personnage. La légende n'aime pas les choses complexes. L'imaginaire collectif simplifie. Il simplifie la nature des personnages disparus en les enjolivant ou en les diabolisant, en éludant leurs contradictions, pour ne retenir que quelques traits grossis. Il s'agit d'un processus naturel, inconscient, davantage qu'une volonté délibérée de fausser la réalité. C'est ce qui s'est passé avec Vaudrue. Autour d'un noyau historique originel, la légende, nourrie à la fois par l'oubli des faits et par l'exaltation du personnage, a interprété, déformé, ajouté, enjolivé et dès lors modelé par strates successives la figure de Vaudrue. L'iconographie de Vaudrue reflète clairement que la perception de notre sainte ne fut pas figée, mais varieuse, mais souvent vague. Et en passant, je signale que cette vita est accessible à tous car elle a été traduite en français par l'abbé Noirfalise il y a une vingtaine d'années. Vita Aldegundis, Vita Valdetrudis. À côté de ces deux textes latins fondamentaux que j'évoquerai souvent, nous conservons aussi des reliques. En 1997, les ossements contenus dans les chasses de Vaudrue ont fait l'objet d'expertises anthropométriques et biochimiques avec 2 prélèvements d'ADN. Celles-ci ont révélé que le squelette était assez complet et en bon état de conservation. L'analyse n'a pas permis de déterminer précisément l'âge de la personne au moment de son décès, mais l'examen des vertèbres et l'ossification de cartilage et ligaments suggèrent qu'elle avait dépassé les 40 ans. En outre,
l'analyse a établi que les ossements étaient chronologiquement compatibles avec ceux d'une femme du 7e siècle. Les premiers résultats de la datation au carbone 14 avaient pourtant jeté un doute, puisqu'ils fixaient à la période 430-620 l'âge de ces ossements. Mais les spécialistes, ayant constaté que le poisson entrait pour une part notable dans le régime alimentaire de la personne à laquelle appartenait ce squelette, ont conclu que la fourchette chronologique pouvait être rajeunie et dès lors coïncider avec l'existence de Vaudru. Dans la maigre panoplie des sources susceptibles de nous éclairer sur Vaudru, on peut aussi ranger certaines traditions. Les traditions, ces choses que l'on répète de génération en génération, charrient des erreurs, mais aussi des détails véridiques qui se transmettent d'âge en âge sans grande altération et qui finissent par être couchés sur papier. À mes yeux, la date de mort de Vaudru, en 686 ou 688, très plausible, en livre un bon exemple. Bref, dans notre enquête, nous pouvons exploiter l'un ou l'autre détail issu de textes tardifs, comme les gestes des évêques de Cambrai ou la chronique de Gislebert de Mons. Enfin, la pieuse destinée de Vaudru n'est pas un cas isolé. Les origines de plusieurs de nos villes remontent en effet au 7e siècle et sont liées à des fondations monastiques établies par un saint. Vaudru à Mons, Aldegonde à Maubeuge, Vincent à Soigny, Gertrude à Nivelles, Guillain à Saint-Guillain, Landelin à l'Aube, etc. Ces saints, bien entendu, ne créent pas des villes, mais ils implantent des noyaux de peuplement. Ils créent des sanctuaires qui, peu à peu, vont attirer autour d'eux des populations et susciter une activité économique. C'est un processus général qui touche le Hainaut, le Brabant, le nord de la France. Dès lors, les dossiers d'autres fondations monastiques, comme celui de Nivelles par exemple, peuvent nous aider à comprendre ce qui se passa à Mons. De manière générale, cette multiplication des abbayes au 7e siècle révèle deux choses essentielles. La christianisation croissante de nos contrées et le rôle joué par l'aristocratie dans la création de ces monastères. J'en ai terminé avec cette introduction un peu théorique, mais nécessaire, je crois, pour bien comprendre que nos connaissances sur Vaudru ne reposent pas sur des données claires et précises, mais requièrent un gros travail d'investigation et d'interprétation. Il est temps maintenant de présenter Vaudru et de retracer les jalons de son histoire. Cette histoire commence-t-elle en 612 ? À mon sens, elle commence quelques années plus tard. La date de 612 provient de calculs effectués au XVIIe siècle par le jésuite Jacques Simon, auteur d'une vie de sainte Vaudru en français. Dans ses annotations, Simon procède à divers recoupements chronologiques et arrive à la conclusion que Vaudru serait né en 612. Cette hypothèse allait être reprise par divers érudits sans véritable remise en question. En fait, rien ne permet de proposer une date précise pour la naissance de notre sainte. L'époque mérovingienne ne connaît évidemment pas l'état civil et les hagiographes n'associent guère de millésime aux héros qu'ils célèbrent. Que dit le plus ancien texte qui évoque la naissance de Vaudru ? Il nous dit simplement qu'elle naquit, je cite, au temps de Dagobert, célèbre roi des Francs. Il s'agit du bon roi Dagobert Ier, roi de tous les Francs de 629 à 639, mais qui règne déjà sur l'Austrasie à partir de 622-623.
En ce qui me concerne, je placerai davantage la naissance de Vaudru entre 622 et 625. D'abord en raison de cette mention de Dagobert, ensuite parce qu'elle s'harmonise mieux avec la chronologie ultérieure de sa vie, et enfin parce que la naissance de la sœur cadette de Vaudru, Aldegonde, est située avec plus d'assurance aux alentours de 630. Il n'empêche, mon opinion reste elle aussi hypothétique, dès lors, dans la mesure où les commémorations ont besoin de dates fixes, il n'est pas du tout absurde d'avoir retenu 612, la date traditionnelle mais invérifiable pour organiser un jubilé. Une problématique analogue s'est d'ailleurs posée avec le baptême de Clovis, qu'on a décidé de célébrer en 1996, alors que les textes eux-mêmes ne permettent pas de désigner un millésime précis, mais bien une fourchette chronologique située entre 496 et 511. Vaudru naît donc, selon moi, vers 622-625, au sein d'une famille influente de l'aristocratie neustrienne, mêlée aux plus hautes sphères du pouvoir. Nous allons le voir. Mais dans quel monde vit-elle le jour? Plantons le décor et présentons quelques traits de ces temps mérovingiens, si différents des nôtres, en commençant par la situation géopolitique. À la naissance de Vaudru, le royaume des Francs, qui avait été subdivisé en plusieurs parties à la mort de Clovis au VIe siècle, est unifié et gouverné par un seul roi. Cette unité politique, cependant, dure jusqu'à la mort de Dagobert Ier en 639. Ensuite, l'Austrasie à l'est et la Neustrie à l'ouest redeviennent pendant 40 ans des entités rivales ayant un roi propre. Cependant, la grande caractéristique politique de ce royaume franc au 7e siècle, c'est la montée en puissance de l'aristocratie, qui acquiert une conscience régionale marquée et une forte autonomie. La famille de Vaudru est implantée aux confins de la Neustrie, dans l'actuel Hainaut, à quelques kilomètres seulement de l'Austrasie. On estime que la frontière entre les deux royaumes était formée grosso modo par la forêt charbonnière. Cette immense forêt, s'étendant sur des dizaines de kilomètres, de la Tulinie aux environs de Louvain. Cette implantation dans une région frontière stratégique laisse penser que la famille de Vaudru, quoique neustrienne, avait de fréquents rapports avec l'aristocratie austrasienne. L'univers de Vaudru est un monde éminemment rural. Contrairement à ce qu'on a parfois prétendu, les villes d'origine gallo-romaine comme Tournai, Bavay ou Cambrai ne dépérissent pas, mais gardent leur physionomie et leurs activités. Cambrai est ainsi le siège florissant d'un diocèse gigantesque qui s'étend jusqu'à Anvers et dont dépendent Mons et ses environs. Cependant, la région dans laquelle la famille de Vaudru est possessionnée est avant tout faite de villages et de grands domaines. Petite digression touristique, un village mérovingien a été reconstitué sur des bases scientifiques au musée des temps barbares à Marle, près de Laon. Ces photos vous donnent une idée concrète de l'aspect que pouvait avoir une ferme du 7e siècle et ses habitants. L'économie mérovingienne est essentiellement agraire. Les routes gallo-romaines, comme la fameuse chaussée Brunehaut, sont toujours en usage, le commerce vivant, mais le monde reste aussi cloisonné, notamment
en raison des importantes forêts qui couvrent le territoire. Beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, les hommes vivent en groupes fort inégaux que séparent des espaces vides. L'Europe occidentale est 10 à 15 fois moins peuplée qu'aujourd'hui. Elle atteint à peine les 15 millions d'habitants. Sur le plan social, l'esclavage existe toujours. Un homme libre peut aller jusqu'à se vendre pour apurer ses dettes. Sur le plan ethnique, une fusion progressive des populations s'est opérée depuis le début du VIe siècle entre les arrivants germaniques, les Francs, et les indigènes gallo-romains de nos régions. Un brassage facilité par l'adoption du catholicisme par les Francs. La christianisation au 7e siècle, la christianisation de nos régions est encore partielle. Si les élites sont désormais souvent chrétiennes, certains confins des campagnes restent encore hermétiques à la nouvelle foi. Les aventures de saint Amand, célèbre missionnaire du 7e siècle, nous montrent les violents conflits qu'il oppose aux païens. Et encore en plein 8e siècle, un document émis par des évêques énumère 30 superstitions à combattre, comme par exemple les offrandes à Jupiter ou les hurlements lors des éclipses. Revenons à Vaudrue. La petite fille, née peu avant 625, appartient donc à la haute aristocratie neustrienne, et cela se reflète jusque dans l'étymologie de son nom, qui relève également son identité germanique. Valdan Drut, en latin Valdedrudis, signifie celle qui gouverne de manière vigoureuse. La racine Valdan se retrouve d'ailleurs dans le nom de son père, Valdebert. Nous savons par une charte émise vers 626 que celui-ci est intendant du roi Clotaire II et administre les domaines royaux. Il y a pourtant encore plus haut placé que lui. La Vita d'Aldegonde nous apprend que Bertille, la mère de Vaudrue, a 2 frères particulièrement influents. Gondeland, qui occupe la plus haute dignité de l'époque, à savoir celle de maire du palais, et Landry, un important responsable militaire. On peut donc dire qu'avec cette famille, nous sommes au sommet de l'État. La même Vita Aldegundis nous renseigne également aussi sur la sœur cadette de Vaudrue, née probablement vers 630 et future abbesse du monastère de Maubeuge. Enfin, en nous donnant le nom de la marraine d'Aldegonde, une certaine Gervida, sœur de Valdebert, le texte sous-entend que les parents de Vaudrue sont chrétiens et font baptiser leurs enfants. Ajoutons une chose, les légendes qui, à partir du Xe siècle, prétendent que Vaudrue est la cousine de Sainte Gertrude de Nivelles, d'Amalberge de Gand ou de Gudule de Bruxelles n'ont pas de fondement historique. Elles répondent plutôt à la volonté de créer des généalogies de saints, comme l'illustre d'ailleurs un grand tableau de la collégiale, peint en 1577, en vue d'accroître encore un peu plus leur prestige. Sur le lieu de naissance et les années de jeunesse de Vaudrue, rien ne filtre vraiment des sources primitives. Heureusement, une réécriture de la Vita d'Aldegonde, datée de la fin du IXe siècle, vient combler ce silence. Elle situe en effet à Salra, soit à Coussolre, petite localité française à 30 km au sud de Mons, la résidence et le lieu d'inhumation de ses parents, Valdebert et Bertille. Ce texte affirme même qu'Aldegonde et Vaudrue y furent enterrés, dans le caveau familial, si l'on peut dire.
nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, on tient pour probable que Coussolre fut le centre domanial de la famille de Vaudru, et donc l'endroit où elle passa sa jeunesse. Plusieurs indices tardifs, comme une chapelle ou un reliquaire du XVIIe siècle, attestent par ailleurs que Valdebert et Berthy, les parents de Vaudru, furent considérés comme saints par les habitants de Coussolre. Et Coussolre a d'ailleurs un blason qui, vous l'aurez reconnu, fait immédiatement penser à celui de Sainte Vaudru. Ce dessin donc n'est pas le portrait de Vaudru, c'eût été trop beau. Ce dessin, fait sur base d'une sépulture fouillée récemment à Gré-d'Oisseau, permet d'imaginer l'apparence d'une aristocrate mérovingienne. Alors peut-on se faire une idée de la physionomie de Vaudru? Le récent examen anthropométrique de ses ossements offre quelques éléments. Adulte, Vaudru est une personne de taille supérieure à la moyenne de l'époque. Elle mesure entre 1,62 m et 1,69 m. Et elle présente des traits plutôt anguleux. L'analyse de ses os a aussi montré qu'elle souffrait d'arthrose au niveau des reins. Sans surprise, Vaudru est mariée, probablement très jeune, à un homme de son rang, Madelguer. Comme l'attestent d'autres vies de saints, entre autres celle de Gertrude de Nivelles, les filles sont souvent données en mariage à l'âge de 12 ans, les hommes à 14 ans. Si l'on suit mon canevas chronologique, ce mariage intervient vers 635-640. Madelguer est lui aussi un aristocrate de souche germanique que sa Vita, rédigée au début du XIe siècle, fait naître à Strépy, près de la Louvière. L'origine énuière de Madelguer reste, malgré cette attestation tardive, une donnée à mon sens plausible. Par contre, son amitié avec le roi d'Agobert et surtout son voyage en Irlande constituent des éléments légendaires qui ne méritent guère de crédit. L'incertitude règne sur le nombre et l'identité des descendants issus de ce mariage. La tradition, beaucoup d'entre vous le savent, attribue 4 enfants à Vaudru. 2 filles, Aldetrude et Madelberte, qui auraient succédé à leur tante Aldegonde à la tête de l'abbaye de Maubeuge, et 2 garçons, Landry, abbé de Soigny après son père, et Dantelin, un enfant mort en bas âge. Ces 4 enfants allaient eux aussi être considérés comme saints et susciter, à l'exception de Dantelin, la rédaction de récits hagiographiques. Le gros problème, c'est que les textes les plus anciens ne parlent pas de ces enfants, à commencer par la propre vie de Vaudru, qui bizarrement ne les évoque nulle part, absolument nulle part. Quant à la première Vita d'Aldegonde du 8e siècle, elle cite bien Aldetrude, mais sans préciser qu'il s'agit d'une fille de Vaudru. Il faut attendre patiemment le 10e et surtout le 11e siècle pour que de nouveaux textes viennent en quelque sorte compléter le puzzle et donner à la famille sa constitution définitive. Quel est le point de vue des historiens actuels ? Je dirais que seule Aldetrude, future abbesse de Maubeuge, peut être authentifiée avec assurance comme fille de Vaudru. Il existe un doute sur la filiation de Madelberte et de Landry en raison de leur attestation tardive dans les sources. Toutefois, le préfixe Madel, présent à la fois chez Madelberte et Madelguer, plaide en faveur de leur parenté. En revanche, au sujet de Dantelin, dont le patronyme roman tranche
avec les noms germaniques des membres de la famille de Vaudru, c'est une suspicion légitime qui doit prévaloir. Dans un premier temps, on suppose que le couple, riche et bien possessionné en terre, gère ses domaines et participe activement à la vie publique, tout en élevant ses enfants. Ensuite, et je laisse parler ici la géographe de Vaudru, un changement s'opéra en elle. Une métamorphose radicale et subite. Elle se désintéresse de sa vie privilégiée et des attraits du monde. Elle aspire à une expérience religieuse. Les choses qui lui plaisaient commencèrent tout à coup à perdre de leur valeur. Selon l'auteur de sa Vita, la cause de ce renoncement est purement spirituelle. Vaudru est appelé par Dieu et sa conversion répond autant à une recherche intérieure qu'à un souci altruiste d'aider les plus démunis. La Vita mentionne explicitement les pauvres, les orphelins, les veuves, les prisonniers, les étrangers et les voyageurs. Toujours selon les textes les plus anciens, c'est elle qui convainc son époux, Madelguer, de se séparer d'un commun accord et de se consacrer intégralement à Dieu. Si c'est la femme qui inspire, c'est cependant l'homme qui aurait fait le premier pas. Madelguer se retire en effet au monastère d'Aumont, à 5 km au sud-ouest de Maubeuge, et quelques années plus tard, l'aristocrate devenu moine, adoptant désormais le nom de Vincent, jettera les fondations de l'abbaye de Soigny. Pour sa part, Vaudru reste encore un temps dans le monde pour diriger sa maison, nous dit-on, et sans doute pour préparer sa future retraite religieuse. Nous sommes alors aux alentours de 655-660. Vaudru doit avoir près de 35 ans. Elle fait acheter par un aristocrate influent, le dux Idulphe, qui lui était apparenté par son épouse, la butte montoise sur laquelle elle va s'installer. Dans les plus anciens documents, l'épouse d'Idulphe, cette parente de Vaudru, n'est jamais nommée. Mais à partir des XIe et XIIe siècles, les auteurs vont l'identifier à Sainte Aie, Sainte Aille, comme on dit parfois, et en faire la seconde abbesse de Mons, directement après Vaudru. Une fois le terrain acheté à Mons, Idulphe édifie un oratoire dédié à Saint-Pierre, vraisemblablement une chapelle en matériaux périssables, bois et torchis, ainsi qu'une modeste habitation adaptée à la vie monastique. Alors ce scénario pose une question cruciale. Pourquoi Vaudru choisit-elle le site de Mons, terrain qu'il faut acheter, plutôt qu'un lieu situé parmi ses nombreuses propriétés? S'il n'explique pas tout, la topographie avantageuse du lieu doit avoir joué. Lorsque Vaudru s'y est établi, la colline montoise n'est probablement pas cet endroit désolé, couvert d'épines et de buissons épais que décrit son hagiographe, soucieux d'accentuer l'austérité du lieu, mais une éminence couverte de ruines plus ou moins importantes. Ce sont sans doute les vestiges d'une ancienne fortification gallo-romaine. Le nom primitif de Mons, Castrilocus, qu'on pourrait traduire par « le lieu du camp retranché », ainsi que plusieurs textes médiévaux laissent penser en effet qu'une sorte d'oppidum y avait été aménagé. Un miracle consigné dans la Vita Valdetrudis suggère même que des substructions étaient encore visibles au sommet de la colline à l'époque de la rédaction du texte, soit au IXe siècle.
Ce miracle raconte comment la maison initialement apprêtée par Hidulphe pour Vaudru, au sommet de la colline, est-il précisé, fut jugée trop fastueux par la sainte et ensuite projetée au loin sous l'effet d'un ouragan surnaturel. Si l'on lit entre les lignes, cet épisode a pu être conçu pour justifier la physionomie du lieu. Il n'est d'ailleurs pas impensable que les bâtisseurs du monastère aient tiré parti de ces ruines préexistantes. En tout cas, l'emplacement choisi, sur un replat de la colline, à l'abri des vents du nord et des inondations, et à proximité de la source de la Seu, ne manquait pas d'atouts. Il offrait aussi un remarquable poste d'observation sur la vallée de la Haine, bien desservie, dirait-on aujourd'hui, par le réseau routier, puisque la chaussée Bavay-As passait à proximité. Bien que les preuves archéologiques manquent, on identifie souvent l'actuelle rue de la Chaussée à un tronçon ou un diverticule de cet axe. La colline de Mons se trouve alors au cœur d'un territoire qui est déjà largement peuplé. En témoignent par exemple les cimetières mérovingiens découverts à Aubourg, Nimy, Avray, Glun, Spienne, Mévin, Arvan, Armigny et surtout à Ciply. Ce dernier comptait près de 1200 tombes, dont certaines renfermaient de belles pièces, aujourd'hui au musée de Marimont. Est-il possible de déterminer le lieu exact des premiers bâtiments construits à l'époque de Vaudru? En l'absence de données archéologiques, il est difficile d'être précis. Nous savons toutefois que l'église Saint-Pierre, bâtie vraisemblablement sur l'oratoire primitif édifié par Hidulphe, dut être rasée en 1450 pour permettre la construction du chœur de l'actuelle collégiale. Bref, je verrai ce noyau monastique initial sous le chœur de la collégiale et peut-être du côté de l'actuel restaurant Marchal. À ce stade de l'histoire, il faut aborder une énigme supplémentaire. La Vita de Vaudru attribue un rôle décisif dans sa vocation à un ermite installé sur les bords de la Haine. Vous aurez sans doute reconnu Saint Guilain. Selon ce récit, le tout premier à le citer, cet énigmatique personnage était devenu une sorte de conseiller spirituel de Vaudru et lui aurait désigné la colline montoise comme lieu idéal pour sa retraite. Alors qu'aucun écrit ne l'avait jusqu'alors cité, coup sur coup, au Xe et XIe siècle, Guilain suscite la composition de plusieurs textes qui racontent sa légende. Originaire d'Athènes, en dépit de son nom germanique, il se serait installé avant Vaudru sur la colline de Mons. Un jour, une ours déroba ses vêtements sacerdotaux et l'ermite, guidé par un aigle, la suivit jusqu'à l'actuel site de Saint-Guilain où il récupéra ses précieux habits. À ses yeux, c'était là un signe divin, l'invitant à délaisser Mons pour s'installer sur les bords de la Haine, ce qu'il fit. Cependant, l'absence de mention ancienne a jeté le discrédit sur Guilain, au point que certains historiens lui dénient toute existence historique. J'estime que c'est aller trop loin. Quel intérêt aurait eu l'hagiographe de Vaudru à inventer cet ermite? J'y verrais plutôt l'écho d'une tradition orale authentique, tout en reconnaissant qu'on ne peut déduire grand-chose sur le statut de Guilain et sur ses relations avec Vaudru.
Un fait plus assuré est que Vaudru, avant de se retirer à Mons, reçoit le voile de religieuse des mains de l'évêque de Cambrai, Aubert, au cours d'une cérémonie liturgique. Aubert est attesté pour la première fois vers 653 et sa mort dut survenir au plus tard en 670, ce qui nous offre une balise chronologique de plus pour fixer entre 655 et 660 le moment du changement de vie de Vaudru. Pour l'historien, il est impossible de faire la part dans la vocation de Vaudru de la ferveur religieuse et des contingences sociales et politiques. Pendant des siècles, il n'a été question que de la première. Vaudru, appelé par Dieu, rejette le monde et décide de se cloîtrer. Depuis quelques années, la tendance s'est inversée. Une hypothèse récente a ainsi soutenu que l'entrée en religion des époux était peut-être liée à un événement politique, à savoir la disgrâce de Madelguer, intervenue suite à l'échec du coup d'État fomenté en 656 par le maire du palais Grimoald, maire du palais d'Austrasie, qui voulait placer son fils à la tête de ce royaume. La famille de Vaudru, associée au pouvoir en Neustrie, était alliée au clan des Pipinides austrasiens, à laquelle appartenait Grimoald. Le coup de force de Grimoald échoua. Celui-ci fut assassiné. La famille des Pipinides subit une éviction après 656 et il est possible que des sanctions frappèrent ceux qui leur avaient été proches. Dans cette hypothèse, Madelguer fut peut-être, en guise de punition, forcé d'entrer au couvent, et Vaudru, forcément, n'aurait pu que l'imiter. L'hypothèse est ingénieuse, mais, faut-il le préciser, reste du domaine de la pure spéculation. Aucun écrit ne permet de le confirmer. Dans leur recherche d'éléments objectifs et vérifiables, les historiens peuvent apparaître quelque peu désacralisateurs. La foi, la prière, l'élan de l'âme ne relèvent pas du domaine de l'événementiel. Ce sont des sentiments intimes, difficiles à exploiter sur le plan factuel et dès lors parfois négligés par les historiens. Pourtant, ils constituent le cœur même de l'expérience de Vaudru. Une fois installé sur la colline, Vaudru mène, selon son hagiographe du IXe siècle, une vie de perfection chrétienne. Chasteté, austérité, charité. Si ce texte manque de repères sur la chronologie des événements, en revanche, il reflète avec talent, et c'est assez rare pour l'époque, l'intensité de la vie intérieure de notre sainte, ses moments de jubilation, ses doutes, ses tourments. Une vie rythmée par des confrontations avec le diable et par des visions célestes. Dans l'esprit du Moyen-Âge, il n'y a guère de frontière entre le visible et l'invisible. Les anges et les démons interviennent dans la vie quotidienne quand bon leur semble. Un des épisodes de la Vita décrit ainsi une véritable agression physique du démon contre Vaudru. La future sainte est aussi gratifiée de plusieurs visions. Elle rencontre en songe l'évêque Saint-Géry dans l'église de Boussu, ou bien elle a la vision prémonitoire du décès de sa sœur Aldegonde en 684. Comme tous les saints, Vaudru opère aussi des miracles. Ceux-ci, à vrai dire, sont peu nombreux, 6 de son vivant, et assez ordinaires. 3 concernent des guérisons, un autre la libération de prisonniers. Miracles, visions, démons.
ces mots nous plongent au cœur de l'imaginaire médiéval. Mais ce qui frappe le lecteur d'aujourd'hui, c'est que l'expérience mystique de Vaudru, telle qu'elle est relatée, présente une dimension foncièrement humaine. La conversion à la vie religieuse ne coule pas de source. Des tentations, des doutes, voire des moments de franc désespoir, l'auteur parle, je cite, d'une profonde nuit de l'esprit, surviennent à intervalles réguliers. Il arrive qu'elle regrette son ancienne vie, le souvenir de ses biens, la noblesse de son rang et même les plaisirs de la table. À un autre endroit, ce sont les moqueries et les médisances de son entourage qui la plongent dans le chagrin. On la découvre fragile, on la découvre vulnérable. Vaudru n'est pas une héroïne surréelle et imperturbable, que rien ne détourne de sa vocation et qui additionne les miracles les uns aux autres. Et c'est peut-être en cela qu'elle nous reste proche. Peut-on aller plus loin et subodorer certains traits de son caractère? Il faut être prudent, je l'ai dit, avec l'exposé idéalisé des hagiographes. On s'attend à un portrait et c'est un programme de vie que l'on trouve. Quel que puisse être le rôle rétrospectif de son hagiographe dans la représentation de Vaudru et la part d'imaginaire dans cette évocation, il est probable qu'à la base, il y a une vie édifiante, de piété et de bonté, et une femme dotée d'un réel charisme. Vaudru incarne alors plusieurs valeurs généreuses que le christianisme prétend insuffler à la société mérovingienne. Dans un temps où le règne de la force et des armes fait loi, elle se soucie des plus faibles, des veuves, des orphelins. À l'heure où l'Occident a délaissé presque entièrement les xénodokia, ses hôpitaux avant la lettre, elle veille à accueillir les étrangers et les voyageurs. Dans cette société qui pratique l'esclavage, elle s'efforce de racheter les prisonniers, souvent promis à devenir esclaves. Ainsi, sur le plan spirituel, la Vita Valdetrudis, malgré ses 1200 ans d'âge, n'a pas perdu son actualité. Ce dépouillement des richesses matérielles, ce recentrage sur la vie intérieure et cette attention aux autres, mise en pratique par Vaudru, ne sont-ils pas les ferments d'une humanité qui appartient à tous les temps? Par son style de vie, Vaudru suscite l'admiration et attire autour d'elle, nous dit le texte, quelques femmes de noble naissance. Un petit monastère se forme et Vaudru en devient l'abbesse. Mais à quel type de monastère a-t-on affaire? Nous ne possédons malheureusement aucune source sur son organisation primitive. On peut croire cependant qu'elle devait être assez similaire à celle de Nivelles ou de Maubeuge, autre fondation mérovingienne. La communauté montoise aurait ainsi été régie par une règle d'inspiration bénédictine, matinée d'usage propre, une règle aménagée, moins sévère. Autre particularité, dès le début, il n'exista pas un, mais deux monastères à Mons. Un monastère double, comme c'est souvent le cas à l'époque mérovingienne. À côté de la communauté féminine instaurée par Vaudru, aurait vécu une petite communauté d'hommes chargés des travaux manuels, de la sécurité et surtout des offices liturgiques que les femmes ne pouvaient célébrer. Dans ce schéma, on conjecture que l'oratoire Saint-Pierre, ici en rouge, que cet oratoire Saint-Pierre, construit par Idulphe, aurait vite été doublé d'une seconde église,
dédiée d'abord à Notre-Dame et plus tard à Vaudru. Une église sans doute située sous le transept ou la nef de l'actuelle collégiale et de dimension modeste. Pour vous donner une idée, l'église dans laquelle Sainte Gertrude de Nivelles fut inhumée mesure 23 mètres sur 7. La communauté féminine aurait utilisé donc l'église Notre-Dame, tandis que l'église Saint-Pierre servait aux moines. Voilà pour le schéma global. En réalité, nous n'avons que peu de données pour aborder le problème du genre d'institution créée par Vaudru. Une étude récente a insisté sur la grande polysémie du terme monastérium durant le Haut Moyen-Âge et soutenu que la notion de communauté féminine pouvait aussi renvoyer à une forme de vie religieuse domestique, le plus souvent axée autour de la célébration de la mémoire familiale. Si l'on suit cette optique, Vaudru aurait pu vivre, du moins dans un premier temps, une sorte de retraite religieuse privée, entourée non d'une communauté de moniales, mais de membres de sa familia, à savoir de parents, de proches et de serviteurs. Quelques religieuses seraient arrivées ultérieurement, dans une seconde phase. Une quasi-certitude en tout cas, avant de fonder l'abbaye de Maubeuge vers 660-665, Aldegonde demeure au moins un temps à Mons. Par la suite, les deux sœurs se visitent à date fixe, séjournant alternativement dans leurs monastères respectifs. Du vivant de Vaudru, l'établissement montois connaît des débuts modestes. Cette situation transparaît dans sa vita, dans la vita de Vaudru, lorsqu'Aldegonde, préoccupée, je cite, par la petitesse du lieu et le nombre réduit de moniales qu'elle observe à Mons, exhorte en vain sa sœur à s'établir à Maubeuge. Vaudru meurt un 9 avril. À nouveau, les textes ne donnent aucune date, mais la tradition a retenu l'année 686 ou 688, ce qui est plausible. Vaudru a alors probablement entre 60 et 70 ans, un bel âge pour l'époque, puisque l'espérance de vie moyenne pour les femmes mérovingiennes ne dépasse pas les 40 ans. Sur le plan liturgique, ce 9 avril devient son dies natalis, littéralement le jour de sa naissance au ciel, c'est-à-dire sa principale fête. Où fut-elle inhumée? La question a fait couler beaucoup d'encre. L'auteur de la réécriture carolingienne de la Vita d'Aldegonde affirme à la fin du IXe siècle, 200 ans après les faits, que la dépouille de Vaudru fut transportée à Coussolre, auprès de ses parents et de sa sœur. La plupart des chercheurs actuels estiment cependant, sans véritable argument, que l'abbesse fut directement enterrée à Mons. La coloration foncée des ossements, observée lors de leur expertise en 1997, laisse en tout cas penser que le corps reposa à l'origine en pleine terre et non dans un sarcophage. Comment trancher? Un indice se cache peut-être dans un calendrier carolingien daté des années 866-879, conservé à Milan. Celui-ci fixe la commémoraison de Vaudru non pas à la date habituelle du 9 avril, jour de sa mort, mais au 3 février. Cela suggère qu'avant la copie de ce manuscrit vers 870, un événement liturgique exceptionnel s'était déroulé un 3 février. Probablement une exhumation ou un déplacement solennel de son corps. Depuis Coussolre vers Mons, d'une sépulture montoise à un sarcophage, nous l'ignorons.
Je dirais que si le corps de Vaudru fut un jour transféré à Cousolre, il y a fort à parier qu'il revint rapidement à Mons. Très tôt sans doute, un tombeau solennisé exista à Mons. Sans doute un sarcophage en pierre, situé derrière l'autel de l'église, couvert de tissus précieux et entouré de luminaires. Et très tôt aussi, une vénération se focalisa autour de cette sépulture. Ce culte primitif, certainement restreint, naît indépendamment de toute procédure ecclésiastique. Rappelons qu'au 7e siècle, les dossiers de canonisation tels que nous les connaissons aujourd'hui, qui impliquent une enquête rigoureuse sur la sainteté présumée d'un personnage et une reconnaissance pontificale, ces dossiers n'existent pas encore. Ils n'apparaîtront qu'après l'an 1000. Si Vaudru est proclamée sainte à sa mort, c'est à mon avis sous l'effet combiné de deux facteurs. Primo, une révérence réelle de ses proches comme des populations avoisinantes pour une femme au charisme atypique, et secundo, la volonté de son entourage de promouvoir son souvenir. Entretenir la dévotion à l'égard de Vaudru était non seulement essentiel pour l'identité de la jeune fondation monastique, mais aussi pour le prestige du clan familial. Une partie de la sacralité de la nouvelle sainte, admise à fréquenter la cour céleste, rejaillissait forcément sur son lignage. Il est fort possible que ce soit d'ailleurs un membre de la famille de Vaudru qui lui succéda à la tête du monastère. Les traditions, je l'ai déjà dit, l'identifièrent à sainte Aie, une cousine. Cela reste une hypothèse, mais je suis donc persuadé que la famille de Vaudru, une fois celle-ci décédée, reste impliquée dans le fonctionnement de ce monastère. En outre, si Vaudru renonça à la vie fastueuse de son rang, elle veilla cependant à doter richement son monastère, au moyen de propriétés lui appartenant. Selon Gisebert de Mons, qui écrit vers 1195, cette dotation initiale se composa de 8 domaines, disséminés en Hainaut et en Brabant, à savoir à Carnion, Jemappes, Frameries, Kévy, Halle, Heerne, Kester et Braine-le-Château. Voilà une manne qui, on sans doute, permit au monastère de survivre sans trop de soucis. Comment se diffusa la renommée de Vaudru et quelle fut l'histoire initiale du monastère fondé par ses soins? Les plus anciens indices d'un culte liturgique rendu à Vaudru proviennent de litanies copiées peu après 800 à l'abbaye de Verden dans la Ruhr allemande et à Reichenau dans le premier tiers du IXe siècle. Son nom apparaît dans 7 autres litanies de l'époque carolingienne. Cette présence démontre que la notoriété de notre sainte s'est déjà propagée. Autre document crucial pour l'histoire de Mons, le testament d'Anséguise, un abbé de Sainte-Vendry en Normandie qui fournit vers 833 la toute première mention conservée de Castrilocus, l'ancien nom de Mons. Toute première mention de ce qui deviendra Mons, 833, et de son monastérium, témoignant que ce dernier participait à un réseau de confraternité de prière avec l'abbaye normande. Alors au IXe siècle, les chanoinesses ont-elles déjà remplacé les moniales des origines? C'est difficile à dire. En théorie, cela se pourrait, puisque c'est le concile d'Aix-la-Chapelle en 816 qui définit la règle canoniale. Mais, selon moi, la première preuve écrite d'une présence de chanoinesses et de chanoines ne remonte qu'au début du XIe siècle, lorsqu'un texte sur les miracles de saint Véron
utilise les termes de clérici et de sanctimoniales pour désigner les religieux de Mons. Mais revenons au IXe siècle. La découverte d'un denier frappé à Castralochi sous Charles le Chauve laisse penser qu'un atelier monétaire existait à Mons à cette époque et que le monastère double était désormais entouré d'une petite agglomération. L'abbaye remplit alors une triple fonction, centre spirituel, acteur économique, mais aussi foyer de culture écrite. Et il ne fait aucun doute que la présence de cette institution pesa sur la décision des comtes de Hainaut de s'installer au Xe siècle au sommet de la colline de Mons. Leur établissement, on le sait, allait faire de Mons un centre politique et donner à la petite localité une impulsion décisive vers le stade urbain. Quant au culte de Vaudru, il resta un culte avant tout régional, limité au Hainaut, au Brabant et au nord de la France. Il rayonna évidemment à partir de Mons, mais aussi, en moindre mesure et à la fin du Moyen-Âge, à partir d'Herentals, en Campine, dépendance du chapitre montois et dont l'église était dédiée à Sainte Vaudru. Un petit problème. Il y a peut-être un problème d'alimentation, si on peut venir voir. En fait, la plupart des églises dédiées à Sainte Vaudru, à Frameries, Ciply, Mafle, Nodebé et Herentals, correspondent à des anciennes possessions du chapitre. Si ça peut tenir encore 7 à 8 minutes, c'est parfait, j'aurai terminé comme ça. Bien qu'elle soit... Je crois que ça va aller. On va faire. Bien qu'elle soit toujours objet de vénération à l'heure actuelle, on peine à imaginer la ferveur qui entourait les reliques sous l'Ancien Régime. J'aimerais pour terminer formuler quelques remarques à ce propos. Au Moyen Âge, le saint occupe une place centrale dans la vie quotidienne des individus comme de la collectivité. Il est l'ultime recours disponible face à la maladie, l'auxiliaire dans les difficultés matérielles, le protecteur contre les dangers, l'espoir d'une vie meilleure. Sous forme de reliques ou de talismans, il accompagne les guerriers sur le champ de bataille ou les voyageurs en chemin. Au moment du grand passage, il intercède pour le salut de l'âme. Et lorsqu'un serment doit être garanti et acquérir une valeur pour ainsi dire légale, on le prête sur les reliques. Dans le cadre montois, nous conservons ainsi plusieurs actes juridiques, des échanges de terres, par exemple, passés ante corpus beate Valdetrudis, en présence des reliques de Vaudru. Durant le Haut Moyen-Âge, et même durant le Moyen-Âge tout court, les reliques des saints deviennent pour les églises un capital suprasensible qu'il faut mettre en valeur. Au sein du sanctuaire, elles constituent un véritable pôle sacré, d'abord statique, le tombeau du saint, puis mobile grâce aux reliquaires. Les fidèles tentent de les approcher, ou mieux, de les toucher. Une démarche qui peut sembler teintée de magie, mais qui, pour être efficace, insistent les textes médiévaux, doit se conjuguer à une prière sincère. Déjà vers 850, la Vita Valdetrudis prétend que toutes les misères des environs convergent vers le tombeau de Vaudru. Boiteux, aveugles, paralytiques, sourds, enfants malades, lépreux. Les miracles de saint Vincent de Soigny, rédigés entre 1125 et 1150, nous apprennent que la renommée de Vaudru,
alors florissante, attirait à Mons de nombreux pèlerins qui, pour obtenir la guérison espérée, n'hésitaient pas à demeurer couchés plusieurs jours dans la collégiale. À cette époque, les reliques de Vaudrue contribuent directement à la réputation du lieu, à son attractivité, dirait-on, aujourd'hui, dans une région où abondent les sanctuaires concurrents, Saint-Guilain, Soigny, Leuze, Lobe, Maubeuge, Liessy. Ces reliques génèrent également des revenus, modérés mais réguliers. Les pèlerins veillaient en effet par des dons à sensibiliser la sainte à leurs suppliques ou à la remercier. Le chapitre montois soignait pour sa part l'accueil des visiteurs, prenant en charge, du moins est-ce le cas au XIVe siècle, les frais d'hébergement, voire de sépulture de certains pèlerins. Quant aux puissants, ils ne ménagèrent pas leur libéralité pour se concilier les faveurs de la sainte. À partir du XIIe siècle, ils obtinrent même le privilège de reposer éternellement à proximité de ces reliques. À ma connaissance, c'est Guillaume III, en 1120, qui fut le premier comte de Hainaut à être inhumé dans la collégiale Sainte-Vaudrue. Plusieurs de ses successeurs devaient l'imiter. Donc au Moyen-Âge, une réelle surenchère se fit jour pour posséder les reliquaires les plus précieux, les plus somptueux. Leur magnificence devait traduire la puissance du saint et le prestige de l'institution qui détenait ces reliques. Devenu abbé laïque de Sainte-Vaudrue, au plus tard au XIe siècle, les comtes de Hainaut vont s'appliquer, certains plus que d'autres, à valoriser les reliques de Vaudrue. Il faudrait une conférence à elle seule pour parler des différents reliquaires qui abritèrent son corps. Sachez seulement qu'au moins 4 chasses successives précédèrent la chasse actuelle, réalisée en 1887 par l'orfèvre Wilmot. En 1250, le chef, donc le crâne de Vaudrue, fut prélevé du corps et placé dans un splendide reliquaire offert par la comtesse Marguerite de Constantinople. Je précise qu'il a malheureusement aussi disparu, mais que c'était, d'après les témoignages, probablement la plus belle pièce du trésor, et que si elle existait encore de nos jours, elle attirait certainement les visiteurs. Donc en 1250, ce crâne est prélevé des autres ossements et placé dans ce reliquaire. Plus maniable, le reliquaire assurait ainsi une meilleure accessibilité. À l'intérieur des chasses, les ossements étaient enveloppés dans de précieux tissus. Le somptueux textile byzantin, retiré en 1997 de la chasse de Vaudrue et conservé aujourd'hui dans le trésor de la collégiale, en est un magnifique exemple. C'est vraiment un tissu qu'il faut avoir vu. Dans la même logique, les chanoinesses accordèrent beaucoup d'importance à la majesté de l'Église appelée à abriter ces reliques. Au minimum 3 églises précédèrent la belle collégiale que nous connaissons, dont la construction débuta en 1449. Alors dans les mentalités médiévales, le saint et son église ne font qu'un. Et je voudrais ici vous raconter un petit épisode typiquement médiéval. C'est un épisode qui est raconté par l'abbé Hérimand de Tournai au XIIe siècle et qui illustre à merveille ce rapport fusionnel. À la fin du XIe siècle, je commence l'histoire, Thierry d'Avesnes, un puissant vassal du comte de Hainaut, entra en conflit avec le comte de Hainaut, Baudouin II,
et vint incendier l'abbaye Sainte-Vaudrue sous prétexte que Baudouin y avait posté des soldats. Hérimand de Tournai rapporte alors une histoire qui avait cours à son époque. Suite à cette attaque, un ermite de Saint-Denis en Broqueroy aurait eu une vision spectaculaire. Celui-ci vit dans le ciel la Vierge Marie, assise sur un trône immense, au pied duquel se trouvaient prosternés Vaudru et Aldegonde, en train de quémander un châtiment à l'encontre de celui qui avait attaqué leur fondation. Longtemps différée, et ce malgré l'insistance des deux saintes, la punition viendra enfin en 1106, lorsque Thierry meurt assassiné lors d'une chasse. Les choses, on le voit, sont on ne peut plus claires. L'abbaye de Mons appartient à Vaudru. Quiconque s'en prend à elle s'en prend personnellement à sa sainte titulaire. Inversement, les membres de la communauté fondée par Vaudru et par extension les habitants du lieu se placent sous le patronage de la sainte. L'identité locale se forge, du moins dans un premier temps, autour de celle-ci. Ces fêtes liturgiques, qui attirent tout spécialement les pèlerins, marquent des temps de réjouissance durant lesquels le travail est interdit. Lors de leur investiture, les comtes de Hainaut jurent sur les reliques de respecter les privilèges du chapitre et les usages en vigueur. Le corps de Vaudru est régulièrement processionné pour rendre grâce ou répondre à des inquiétudes collectives qui touchent directement les habitants. Nous en avons un très lointain écho dès l'an 1000. À cette époque, une bagarre avait éclaté entre Jean de Mons et de Ornu, faisant 10 morts. Pour désamorcer le cycle de la vengeance, l'abbé de Saint-Guillain prit l'initiative de convoquer les adversaires et, en vue de sceller la pacification, fit transporter les chasses de Vaudru et de Guillain pour qu'on s'entende autour d'elles. Voilà donc un bel exemple d'utilisation positive des reliques. Les épidémies, la crainte d'une attaque, les tracas causés par une météo défavorable, mais aussi à la fin du Moyen-Âge des mobiles plus spirituels, comme l'union de la chrétienté, motivaient de tels cortèges religieux, qui pouvaient se répéter plusieurs fois par an. Ceux-ci sont, en tout cas, bien antérieurs à la célèbre procession de la Trinité, commémorant une procession parmi d'autres, exceptionnelle par son ampleur, organisée en 1349 pour conjurer les ravages de la Grande Peste. En honorant ainsi sa patronne, le clergé et la population espéraient son intercession pour résoudre, détourner ou anticiper un problème. Personnifiée par ses reliques, la sainte sortait du sanctuaire, s'offrait à la vue de chacun et traçait par son cheminement à travers les rues et les proches campagnes une sorte de cercle apotropaïque censé protéger la cité. Cette croyance transparaît encore aujourd'hui. Ne règne-t-il pas une atmosphère de liesse lorsque le quart d'or et les reliques de Vaudru ont regagné sans encombre la collégiale? Inversement, ne présage-t-on pas le pire pour la ville si d'aventure le Saint-Corps échouait à accomplir intégralement sa circonvolution? Nous voici au terme de ce long périple. En saura-t-on un jour davantage sur Vaudru? Je suis optimiste. Après tout, nos connaissances sur la sainte ne sont-elles pas meilleures aujourd'hui qu'il y a 50 ans? La découverte de textes médiévaux, inédits, est toujours possible.
Le perfectionnement constant des techniques biochimiques nous offrira peut-être demain de nouveaux horizons. Qui aurait songé, il y a 30 ans, soumettre les reliques à une analyse ADN? Enfin, comme à Nivelles, des fouilles archéologiques pourraient renouveler en profondeur nos connaissances sur le monastère fondé par Vaudru. Voilà autant de perspectives qui font rêver les historiens. Vaudru a traversé les siècles. Pour les croyants, elle reste un trait d'union entre la terre et le ciel. Pour les Montois, elle est aussi un trait d'union avec les générations passées, avec l'essence même de la cité. Elle est indissociable des racines de Mons. Son histoire mérite assurément d'être connue. Avec Vaudru, Mons a une patronne prestigieuse, par son ancienneté et par le rang qui fut le sien. Elle a aussi une patronne attachante, par l'humanité étonnante de sa sainteté. Mais, vous le savez tous, comme l'affirme le dicton, le bon Dieu est montois. Est-il dès lors si surprenant qu'il ait doté sa chère ville d'une sainte d'exception? La journaliste qui nous avait contacté la semaine dernière pour écrire un article m'a rappelé, après une longue conversation téléphonique avec M. De Vriend, pour me dire que c'était quelqu'un de passionné et de passionnant. Vous ne vous êtes pas trompé en vous pressant nombreux aujourd'hui pour assister à sa conférence. Après 1400 ans, Vaudru continue à passionner les foules. François de Vriend nous a montré aujourd'hui la différence entre hagiographie et études scientifiques. Au nom de l'ensemble des associations organisatrices, je le remercie pour les recherches qu'il a effectuées, pour la conférence qu'il a prononcée aujourd'hui et pour toutes les réflexions qu'il nous a apportées. J'ai retenu beaucoup de choses, et notamment que pour coller à la réalité, nous devrons peut-être recommencer à fêter Vaudru aux alentours de 2022. J'ai été rassuré parce que dans son exposé, à plusieurs reprises, il nous a dit qu'il avait déjà du matériel pour faire une autre conférence, qu'on pouvait encore faire un certain nombre de découvertes et que donc, j'en déduis qu'on pourrait compter sur lui pour recommencer en 2022 ou dans les environs, si de nouvelles recherches amenaient à préciser la date. Comme le nombre de participants nous a empêchés aujourd'hui à procéder à la séance de questions et réponses qui est traditionnelle
chez Art et Spiritualité. Nous vous invitons à utiliser tous les moyens de communication qui sont à votre disposition, qui sont repris sur la feuille qu'il avait préparée à votre intention et qui vous a été distribuée à l'entrée, qui sont repris également sur le programme des manifestations du 14e centenaire. Nous vous invitons à utiliser ces moyens pour dialoguer avec lui éventuellement et avec les organisateurs des différentes manifestations qui vont avoir lieu. J'attire votre attention sur le fait que le numéro de téléphone qui est donné est une boîte vocale et que vous y laissez un message et on y répondra rapidement. Pour notre part, nous tirerons les conclusions de l'organisation de cette première manifestation. Nous devrons prendre des dispositions pour maîtriser au mieux, pour toutes les manifestations, le nombre de participants qui risquent de se présenter. Et nous sommes persuadés qu'après la conférence d'aujourd'hui, nous ne serons pas déçus pour les manifestations suivantes. Merci. Rassurez-vous, je suis le dernier. Et c'est pour vous annoncer des choses terre à terre. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur le Doyen concernant les nouveaux groupes. Bien sûr, des détails vous seront donnés en temps utile sur la Constitution, sur le nombre de personnes. Mais, Monsieur le Bourgmestre, il y a une chose importante à vous dire. Monsieur le Bourgmestre en faisant fonction, Monsieur le Bourgmestre en titre, et même à Joël, c'est que des groupes nouveaux, ça allonge la procession. Et donc, 9h30, le matin, le dimanche matin, sera impératif. Peut-être même 9h25, étant donné... Sinon, nous allons arriver en retard sur la place de Mons pour faire le lumeçon. Alors, donc, arriver à l'heure. On a parlé de 612 pour la naissance de Sainte-Vaudrue, et c'est vrai que lorsque nous avons réfléchi en comité sur cette date, j'ai dit il faut être certain. Évidemment, la réponse n'a pas été dans le sens où je voulais. On a évoqué 615 parce que je pensais, tiens, on pourrait faire concurrence à Mons 2015. On m'a dit non, non, il vaut mieux pas. Mais enfin, bon, comme disait Pierre, 2022, on pourrait très bien imaginer quelque chose. Une autre chose qui a été dite, c'est que Soigny, avec Saint-Vincent, nous a sollicité cette année, l'année passée, pour faire un jumelage des processions. J'ai dit, oulala, on ne va pas jumeler 750 ans de procession à Soigny avec un 1400e anniversaire d'une naissance d'une personne qui n'était pas encore sainte. Ça ne va pas. Et donc, j'ai pensé, le mariage. Et donc, j'ai interrogé M. De Vriend à l'époque et il m'a dit 636 plus ou moins. Donc, on peut imaginer une grande procession avec Soigny en 2036. Enfin, on ne sera peut-être plus là pour... ou alors avec des béquilles. Alors, comme l'a dit Pierre, beaucoup de questions ont été... ne pourront pas se faire, mais se présentent à notre esprit et les moyens vous sont donnés et les sites des différentes associations donneront des réponses éventuellement. Ça, il faut encore mettre la formule au point. Alors, venons-en aux choses très pratiques, mais vraiment très pratiques. On vous a invité à cette conférence et j'espère que ce n'est pas le fait que ce soit gratuit que vous soyez si nombreux. Donc, nous avons quand même quelques frais tout au long de l'année. Et donc, il y a quelques personnes qui seront au fond de la salle, qui auront une sébille, enfin, ou un panier, dans lequel vous pourrez mettre quelques billets. Alors, merci encore une fois, Monsieur le Bourgmestre.
et la ville de Mons et les échevins de nous recevoir pour le verre de l'amitié et, comme c'est de tradition, sans coût ni frais pour la procession. Alors, il me reste quand même une possibilité, c'est que ça ne vous coûte pas si cher. Vu les travaux, peut-être que les gens n'arriveront pas jusque la salle Saint-Georges. Mais il me revient une autre question, une dernière. C'est que le 3 juin, est-ce que les travaux seront finis pour la procession? Est-ce que nous pourrons passer? Voilà, je termine là-dessus. Encore, Monsieur le Bourgmestre, merci de nous recevoir à la salle Saint-Georges. Et voilà, bonne fin de journée, bonne semaine. Au revoir. Une dernière chose, j'ai oublié, Pierre me le rappelle. On a annoncé des statuettes de Sainte-Vaudrue, elles sont au fond, derrière un grillage, pour simplement les voir. Ce sont des essais, pas des essais, comment on dit, des pièces, des prototypes. Elles vont peut-être changer, non pas de forme, mais de texture. Donc si vous voulez les voir, elles sont dans le fond de l'église, sur le côté, par là. Au revoir.